bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, on va, en gros je crois qu'on est à peu près, on a un petit tiers ici, un petit tiers dans l'autre atelier, et puis un tiers sur la DNP. Donc on va commencer. Donc vous avez lu la thématique prévention des conduites à risque. Alors on va commencer aussi le mot addiction, on verra si ça va avec, hein, certainement on va le voir. Donc on va se présenter tous les deux. Moi je suis Stéphane Marchand-Maillet, donc j'interviendrai après le médecin, pharmacologue. Ben, voilà. J'interviendrai juste après. Stéphane Marchand-Maillet, je suis président en fait d'une structure départementale d'éducation à la santé. Et en fait, je fais de la... Voilà, je travaille dans mon travail, on va dire, pour une partie de mon travail, je travaille à la MGEL, donc je suis délégué. Et en fait, je m'intéresse particulièrement à la prévention du bien-être en milieu scolaire. Et dans ce cadre-là, en fait, j'interviens à plusieurs échelons, national, voire international, en fait, sur la promotion du bien-être chez les jeunes, notamment chez les jeunes adolescents. Donc, moi, je centrerai, comme vous verrez, mon intervention sur la prévention des conduites à risque chez les adolescents. On est tous parents, grands-parents. On m'a dit de ne pas dire arrière-grands-parents, sinon ça passait mal. Donc je vais rester à... Voilà. Bien, bonjour, oui, je suis Michel Malaret, je suis médecin, pharmacologue. Je travaille à Grenoble au centre d'électrovigilance. Et par ailleurs, j'ai une activité au niveau national et parfois ailleurs. Et donc, l'addictovigilance, c'est la vigilance des substances qui entraînent une addiction, une dépendance. Ça peut être des médicaments ou des drogues. Voilà, oui. Voilà, donc c'est un peu cet aspect-là. La pharmacovigilance, c'est les effets indésirables des médicaments à dose thérapeutique. L'addictovigilance, c'est les effets d'addiction, l'addiction aux médicaments et aux drogues, et avec éventuellement des conséquences. Donc c'est vrai que du coup je travaille un peu avec quelques patients et surtout nous répondons dans notre centre aux patients mais aussi au grand public, mais aussi aux médecins et aux pharmaciens. Et tout cela nous permet d'avoir une meilleure évaluation de ce qui se passe en France sur les problèmes. Donc il y a 13 centres en France comme le nôtre à Grenoble et donc on est installé au CHU de Grenoble. Et donc on peut tout à fait nous contacter pour avoir des informations et aussi pour nous, pour récupérer des informations qui peuvent être utiles pour tous. Donc les conduites à risque, c'est bien sûr quelque chose qui entre dans les addictions. Et effectivement, une substance, un médicament, une drogue, eh bien, ça peut être, la prise de cette substance peut être une conduite à risque. Et donc induire éventuellement une addiction avec 2D ou un risque d'addiction. Et c'est toujours la question qui se pose, c'est est-ce que quand on prend un médicament, il y a vraiment un bénéfice thérapeutique, est-ce qu'on en bénéficie, et puis le réévaluer régulièrement, est-ce qu'il y a un risque d'addiction, de toxicité, et puis toujours parler d'information et de prévention. Et puis nous verrons dans un second temps que les médicaments, les substances diverses et drogues peuvent elles-mêmes induire des conduites à risque. Donc on peut prendre des risques en prenant une substance, mais ensuite la substance elle-même peut induire des prises de risque tout à fait considérées. Donc les conduites à risque, c'est quand une personne se met sa santé, sa situation sociale ou sa vie en danger, elle adopte une conduite à risque. Et ce qu'il ne faut pas oublier, parce que souvent on ne voit que le côté négatif de l'addiction, si les gens sont addicts, c'est qu'au départ il y a un plaisir. Et donc il ne faut pas minorer cet aspect, parce que pourquoi les gens se drogueraient. Il y a quand même une recherche d'un plaisir, et il faut en parler pour essayer de comprendre la problématique de cela. Et puis bien sûr, c'est aussi, on recherche des limites, mais qui est aussi un petit peu dans le sens du plaisir. Et puis malgré tout, souvent l'addiction, enfin la prise de substance, eh bien c'est aussi pour soulager les souffrances, un malaise, un mal-être, et donc c'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est ça qu'il faut prendre en compte lorsque on en parlera pour essayer d'en sortir. Et puis parfois c'est aussi pour défier l'autorité, et c'est bien classique chez les adolescents. Alors le plaisir justement, c'est quelque chose qui est tout à fait neurobiologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a la voie du plaisir, qui d'ailleurs n'est pas très loin de la voie du déplaisir. Les gens qui parfois se souviennent
10 ans après qu'ils ont mangé un gâteau avarié parce qu'il y avait des microbes dessus, eh bien, se souviennent, lorsqu'on évoque le nom de ce gâteau, des plaisirs qu'ils avaient. Eh bien, le plaisir, c'est la même chose, et si on a pris une drogue qui a procuré un grand plaisir, eh bien, il y a le plaisir, mais aussi la mémorisation du plaisir, qui est très important. Une voie de la récompense, c'est libération de dopamine dans des zones du cerveau, très proches de celles qui sont atteintes d'un Parkinson, par exemple, et qui expliquent les effets, et donc toutes les substances, les drogues et les médicaments qui induisent une addiction, directement ou indirectement, stimulent cette voie. Mais aussi les plaisirs non médicamenteux, les plaisirs qu'on peut avoir, le plaisir sexuel aussi fait intervenir cette même voie. Alors, est-ce que l'égoïte à risque, c'est uniquement l'apanage des adolescents? Eh bien non, il y a beaucoup d'égoïte à risque, et on voit bien que l'égoïte à risque sexuel, le risque de contamination infectieuse, l'égoïte automobile à risque, eh bien malheureusement, il n'y a pas que les jeunes qui en sont pourvoyeurs, et donc les médicaments, alcool, tabac, on sait que le tabac c'est pas bon, mais on continue à en prendre parce que on veut le plaisir de cette substance. Alors pourquoi la surconsommation de psychoactifs, de médicaments, c'est aussi pour rentrer là-dedans, c'est un peu un cercle vicieux, et donc on est tous responsables d'une façon ou d'une autre. Les laboratoires pharmaceutiques ont toujours intérêt à en vendre beaucoup, parce que souvent c'est pas si cher que ça, donc ils veulent du volume. Aussi, les patients eux-mêmes, probablement parce qu'ils ne sont pas assez bien informés, mais réclament des médicaments et vont voir le médecin pour avoir des médicaments. Et souvent, ils disent « je me suis fait prescrire un médicament », ça veut bien dire que le médecin n'est que là que pour signer l'ordonnance, et c'est en gros, c'est le patient ou la patiente qui est venu en disant « je veux », pas comme ça, mais c'est plus ou moins implicite, « je veux un médicament ». Et donc, et c'est vrai que, en gros, si la personne est insomniaque, eh bien, il vient voir un médecin pour avoir un somnifère. Et donc, il ne s'est pas assez informé sur les autres traitements non médicamenteux. Il est aussi pas assez informé que le sommeil, eh bien, parfois, il faut accepter de ne pas bien dormir. Quand on vieillit, on dort moins bien que quand on a 20 ans. Il faut parfois essayer d'accepter. Donc c'est quelque chose qui est important, mais il faut être informé là-dessus. Les médecins aussi sont responsables, parce que c'est plus facile de prescrire un somnifère que d'expliquer pendant une demi-heure, une heure, le sommeil, comment on peut essayer de trouver autre chose pour dormir, pourquoi on dort mal, est-ce que c'est pas parce qu'on est anxieux, dépressif, est-ce qu'il n'y a pas autre cause? Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu une campagne aux États-Unis, une évaluation, il fallait 4 minutes entre la plainte du patient et la prescription du somnifère. On a trouvé que c'était un peu excessif, un peu trop court. Alors on a fait une grande campagne pour que les médecins prennent plus en compte le problème de l'insomnie chez les personnes. Et ce délai entre la plainte d'insomnie en fin de consultation et puis la prescription du somnifère, c'est 6 minutes. Donc il a fallu beaucoup de campagnes pour gratter 2 minutes. Les pharmaciens aussi, parfois, délivrent un peu facilement un médicament devant une petite plainte, une toux, donc il faut aussi leur expliquer. Et puis l'assurance maladie, finalement, les médicaments peu chers ne posent moins de problèmes pour eux que les médicaments chers. Les somnifères ne sont pas très onéreux. Les patients âgés insomniaques, bon, c'est quand même un lobby. Si on embête tout le monde de ce côté-là, ils vont se faire gronder. Les toxicomanes qui mangent beaucoup de médicaments, bien sont un peu agressifs, donc on ne va pas trop les embêter. Ça ne coûte pas cher, et parfois c'est plus cher, mais on ne va pas se faire embêter à la CNAM. Et donc, il faut déjà voir que ces substances psychoactives ont des différents effets. En gros, c'est comme un peu la voiture, il y a l'accélérateur, le frein, et puis on peut déraper complètement, délirer, avec des substances qui sont hallucinogènes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a une appétence différente en fonction de ce qu'on recherche, des stimulants, des dépresseurs, ou des substances qui font un peu déraper
déraper. Et donc c'est important, lorsqu'un médecin parle avec son patient, et le patient pose des questions, essaie de voir qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il a trouvé comme effet, soit qu'il veut un médicament qui le stimule, parce qu'il est endormi, parce qu'il ne va pas, donc il cherche un effet stimulant, il veut être un peu déconnecté, parce qu'il y a un deuil, quelque chose, ou alors il veut vraiment être complètement endormi, parce qu'il a trop de soucis, il a des idées morbides, et donc il a des difficultés à s'en sortir, et donc il demande quelque chose aux médicaments. Et donc c'est vrai qu'il faut essayer de trouver parfois autre chose que le médicament comme réponse au problème de la vie. C'est un peu le message que je fais passer, parce que c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée, c'est on va voir le médecin pour avoir un médicament et pas tellement pour autre chose. Et il y a des affections, la maladie d'Alzheimer, tant qu'il n'y avait pas de médicament pour la maladie d'Alzheimer, les familles et les patients n'allaient pas voir les médecins pour Alzheimer. C'est quand il y a eu des médicaments, même pas très efficaces, eh bien, ils sont allés voir les médecins. Donc on voit qu'il y a quand même cette différence. Et puis les somnifères, il faut savoir que les neurophysiologistes disent qu'au bout d'un mois, les somnifères ne sont pas très efficaces, parce qu'il y a une accoutumance importante, et la seule chose, c'est que si on les arrête brutalement, là on est complètement insomniaque pendant 2 nuits, parce qu'on est en manque de somnifères. Mais en réalité, quand on prend pendant 1 mois, 6 ans, 30 ans de somnifères, eh bien, c'est pas très efficace, voire pas du tout efficace. Donc c'est vrai qu'il faut avoir ça à l'esprit. Et puis les médicaments, finalement, le poison, c'est une fonction de la dose. Et c'est vrai qu'on peut ne pas avoir de dépendance, finalement, si on prend une dose faible d'un médicament. Donc c'est vrai qu'il est important de la prévention, sauf quand pour l'antibiotique, il faut une dose suffisante, mais il faut avoir une dose qui est raisonnable. Et c'est vrai que parfois le paracétamol, on l'a vu tout à l'heure, bien sûr on en prend trop, c'est tout à fait toxique. Mais d'autres substances, les opiacés, la morphine, eh bien il faut en prendre si on a une douleur. Si on n'est pas douloureux, on a beaucoup plus de risques de dépendance. Si on en prend trop, eh bien à ce moment-là, on peut avoir des effets agréables et donc devenir plus facilement dépendant. Et puis, il faut penser qu'il peut y avoir des interactions quand on prend beaucoup de médicaments. Et souvent, il y a des patients qui prennent 5, 10, 15 médicaments différents. On ne sait plus ce qui se passe. Et puis, médicaments et drogues, ça ne fait pas toujours bon ménage. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils ont malheureusement une chimiothérapie, différentes choses, ils prennent des plantes. Ça peut être pas mal, mais il faut faire attention, les plantes, ça peut être toxique. Ou alors les plantes peuvent éventuellement contrecarrer les effets de la chimiothérapie. Donc il faut quand même être prudent. C'est pas parce qu'on a une plante qu'on ne connaît pas bien les mécanismes que ce n'est pas éventuellement dangereux. Alors, donc les substances peuvent induire une conduite à risque. Enfin, on peut prendre des risques en prenant des substances, des médicaments, mais inversement, les substances elles-mêmes peuvent induire des conduites à risque. Et alors, une question que je vais vous poser, lesquelles, finalement, peuvent induire, désinhiber, inciter à prendre des risques, donner une sensation de tranquille euphorie, une reconnaissance du danger, peuvent rendre addict à ces substances, sont responsables d'accidents et peuvent altérer la mémoire. Est-ce que vous avez des idées sur les substances qui peuvent induire une telle chose? L'alcool. Alcool, très bien. Donc c'est justement, vous êtes bien, voilà. Alcool. Et par exemple, l'apéritif. L'apéritif, c'est fait exprès pour désinhiber. Vous avez dans une soirée, vous ne connaissez personne, l'atmosphère est froide, vous ne parlez pas, prenez un apéritif, et comme par hasard, après, vous parlez à tout le monde. Vous êtes désinhibé. C'est un effet tout à fait classique. Mais désinhibition peut aboutir à des comportements complètement à risque. On sait très bien que les gamins, quand ils picolent, eh bien, ils peuvent prendre des risques et puis passer par la fenêtre ou faire des bêtises, voire induire des violences et même des viols. Donc, vous voyez, quelle autre substance pourrait induire de telles conduites à risque? Les drogues, bien sûr, le cannabis, par exemple, le cannabis peut altérer la mémoire, donner des accidents. Il y a une dépendance qui est moins forte que pour d'autres substances, mais c'est quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre substance? La drogue, le cannabis.
les anxiolytiques, très bien. Voilà, donc les tranquillisants et somnifères, eh bien, il faut savoir que les tranquillisants, c'est un anxiolytique, effectivement, mais les Américains montrent bien que c'est d'un côté un effet sédatif, hein, quand on est endormi, quand on est en coma, on n'est plus anxieux. En coma. Quand on est endormi, quand on est un peu tassé par le médicament, on n'est plus anxieux. Mais aussi, c'est un effet désinhibiteur. Donc les anxiolytiques désinhibent. C'est un peu comme l'alcool, c'est-à-dire qu'on peut prendre un peu des risques, justement. Et donc on sait que ça augmente deux fois les accidents de la voie publique. Hein. Quand on prend un tranquillisant et un somnifère encore plus, eh bien on peut avoir un risque d'accident supplémentaire. Et par exemple, une non-reconnaissance du danger. C'est très très bien étudié en expérimental, c'est-à-dire que si vous prenez un Troxel, un Tevesta, un Valium, n'importe quoi, c'est cette famille-là, qu'on vous montre des images, des photos de personnes, et bien quand c'est une personne un peu angoissante, on dit celui-là il fait peur, et bien quand on prend ces médicaments-là, on a moins cette reconnaissance du danger. Et donc c'est tout à fait important, et ça peut favoriser le fait d'être plus à risque d'agression, par exemple. Et donc ça c'est quelque chose qui est très, très connu. Et c'est très connu par les violeurs, puisqu'ils mettent ces médicaments-là dans les boissons, justement, pour que non seulement il y ait un effet amnésiant, non seulement qu'il soit un peu endormi, mais aussi qu'il y ait une non-reconnaissance du danger. Et donc ils sont effectivement amnésiques. Et donc ça explique que quand on regarde les médicaments, et quand on regarde les gens qui bricolent un petit peu de renonce pour essayer d'en avoir un peu plus, quand on commence à devenir accro, ben comme par hasard, c'est le Silnox qui est plus accrocheur et qui induit un peu l'addiction et qui fait que il y a des personnes qui prennent 40 Silnox par jour parce qu'ils sont devenus accros et ensuite ils sont devenus accoutumés à la substance. Et donc, ils en prennent plus pour avoir le même effet, et plutôt plus l'effet pour dormir, mais c'est pour avoir l'effet désinhibiteur et tranquillisant, et pour éviter le sevrage. Et alors, ça peut aboutir à ce qu'on appelle le doctor shopping, c'est-à-dire qu'on fait le tour des médecins pour en avoir plus, et cette expérience à Marseille, et qui montrait que pour une substance, pour un opiacé, eh bien, il y avait 25% de la consommation de buprenorphine à Marseille était utilisée par 50 personnes, donc qui venaient éventuellement le revendre et donc le consommer pour eux. Et donc c'est pour ça que l'assurance maladie a eu une action temporaire qui a réduit le doctor shopping, qui est très important aux États-Unis, en particulier pour les opiacés. Il y a un très gros problème aux États-Unis de surconsommation de morphine et de différents oxycodones, de médicaments pour la douleur. Et donc, on est passé, et en France, ça commence. Donc, il y a 20 ans, on ne consommait pas assez de morphine pour la douleur. On était sous-traité en quelque sorte. Et maintenant, ça commence à devenir un peu l'inverse. Et donc, on se dit, attention, ne devenons pas comme les Américains qui surconsomment beaucoup de morphine et des équivalents, et qui font qu'il y a de plus en plus de morts à cause de ça. Et pas des toxicos, c'est des gens des consommations chroniques par des patients plus ou moins nombreux. Et donc il y a aussi le farming, c'est-à-dire c'est faire le tour des pharmacies. Et donc là aussi on peut avoir des gens qui prennent la codéine, qui est un opiacé mineur, mais qui peut faire qu'on peut tout à fait avoir des problèmes de surconsommation en faisant le tour des pharmaciens. Et c'est ce qui est actuellement le problème, c'est pour des gamins, des mineurs, eh bien, ils vont acheter en pharmacie, là c'est pour se défoncer, eh bien, pour prendre des risques, et ils vont prendre des sirops antitussifs, d'antihistaminiques, genre la codéine, la promethazine, pour le faire comme les Américains et faire se défoncer en quelque sorte. Les pharmaciens sont très au courant de ça, et il y a des abus, et il y a quand même eu 2 mineurs qui sont morts en France récemment à cause de ça. Donc on est très inquiet. Et on ne sait pas si on va mettre tous ces médicaments sur prescription médicale ou si on va l'interdire de vente aux mineurs.
Et puis, pour finir, la conduite automobile, eh bien, effectivement, il faut lire la notice et voir que quand on a un niveau 1, le médicament peut entraîner des petits vertiges, des petits phénomènes, donc il faut être prudent avant de prendre le volant, mais c'est juste un petit signalement de prudence. En revanche, quand on a le niveau 2, on peut conduire, mais il faut quand même en parler à son médecin parce que ça peut altérer la conduite automobile. Et enfin, le niveau 3, il ne faut pas conduire tant qu'on n'a pas un avis d'un médecin. Et donc, le niveau 3, c'est paraît évident, on ne prend pas un somnifère avant de conduire. Et ceux qui prennent 40 Sinox par jour, parfois ils conduisaient dans la journée, bien qu'ils aient pris beaucoup de Sinox. Donc là, ils étaient quand même tout à fait en danger. Et puis, ne pas conduire une voiture après l'essai général en chirurgie ambulatoire, parce qu'effectivement, il faut se faire accompagner. Mais ce qui est nouveau, et je pense que là c'est un peu un excès inverse, c'est le fait que depuis quelques semaines, où il y a ces 2 personnes à l'agence qui ont fait ça, mais sans beaucoup en parler, ils ont mis les tranquillisants, les anxiolytiques, donc Valium, tout ça, en niveau 3. Donc théoriquement, maintenant, on ne devrait pas conduire après avoir pris un tranquillisant auparavant. Donc c'est des millions de Français qui en prennent, qui conduisent et qui ne savent pas cela. Et les médecins n'ont pas encore, les pharmaciens n'ont pas encore percuté sur les problématiques. Donc il y a des conséquences éventuellement sur le plan juridique et des assurances. Donc c'est un sujet qui est tout à fait chaud et qui n'a pas été vraiment été réfléchi au niveau de l'agence du médicament et du ministère de la Santé. Et j'ai alerté le ministère de la Santé pour ce risque-là, qui n'est pas du tout négligeable. Et en conclusion, donc, la prévention du comité à risque, c'est important parce qu'il faut réinformer toujours dès le plus jeune âge. Il faut rendre la prévention attractive. Vous savez que pour le tabac, il y a 20% des jeunes qui fument en France. En Australie, il n'y en a que 2%, parce qu'on a dit aux jeunes, si le lycée ne fume plus, vous aurez un voyage, vous aurez un prix. Et donc, c'était un peu du coup, le fait de fumer devient ringard. Donc, il faudrait un peu avoir ce même type de choses. Si on ne fait que des messages de prévention en disant vous aurez un cancer, vous allez être toxico, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas beaucoup. Savoir que les médicaments, les drogues et tout ça modifient les comportements à risque. L'addiction elle-même renforce les comportements à risque. Et c'est vrai qu'on sait que quand on prend des drogues, non seulement on prend plus de risques d'overdose, de mort, de risques de sida. Par exemple, il y a les personnes qui sont dans la toxicomanie à 100%, ou à 100%, eh bien, ils ont plus fréquemment des rapports sexuels non protégés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui montre bien que la prévention est un phénomène tout à fait large. Donc il faut rendre cette prévention attractive. Et je vous remercie, je passe la parole à mon collègue. Merci. Donc, de mon côté, je me suis situé sur l'axe vraiment, il a parlé de l'importance de la prévention dès le plus jeune âge. Donc moi, je me suis situé plutôt chez les adolescents. Et je vous propose un petit peu l'intervention sous cet angle-là. C'est-à-dire que je vais vous présenter aujourd'hui, au niveau adolescent en France, d'ailleurs, et au niveau de l'Europe, on va voir qu'il y a vraiment de solides tendances en termes de conduite à risque, et qui peuvent amener justement à des addictions, parce que la conduite à risque étant la mise en danger. Donc on va voir qu'il y a des solides tendances qui perdurent depuis maintenant 10, 20 ans. Donc ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, alors qu'on met en œuvre, j'ai entendu challenge attractif, ça m'a intéressé aussi cet angle-là, ça veut dire que ce qu'on met en œuvre depuis des 10, 20 ans, ça ne marche pas. Alors on va le voir pourquoi, quelles sont les limites de cette approche finalement de la prévention très conventionnelle qu'on a envers les adolescents. Dans un troisième temps, j'amènerai un petit peu justement une approche qui soit plus préventive. On parle d'éducation préventive, on parle de prévention prévenante, vous allez voir. C'est une approche qui renverse, vous allez voir, vraiment le paradigme, puisqu'on parle plus d'accompagnement de la prise de risque
que de lutter contre les risques. On va le voir. Et accompagner la prise de risque, ça peut vous faire réagir. Ça peut faire réagir les parents ou des grands-parents. On va voir que quand même, ça retourne complètement la manière de faire. Et puis quelques dispositifs et d'outils qui sont mis en œuvre sur le terrain. Vous allez voir que j'accompagne ça de petits dessins que j'ai pris et je trouve qu'ils sont très parlants sur la chose. Donc en matière, je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est intéressant de les avoir, sur les trois grands tributaristes qu'on a l'habitude d'explorer dans les enquêtes. Donc là, je me suis appuyé sur des enquêtes que vous connaissez peut-être, pour aller les regarder, pour avoir plus de détails. Chez les adolescents, il existe 4 enquêtes en gros. C'est l'enquête HSBC chez les 11-15 ans, Health, Behavior, School, Children. Donc l'enquête des comportements de santé chez les jeunes adolescents de 11-15 ans. L'enquête Escapade pour tout ce qui est produits, drogue, tout ce qui est tabac, drogue et alcool. On va placer d'ailleurs sur les drogues, ce qu'on l'a vu tout à l'heure. Troisième enquête, le baromètre santé, tout ce qui est baromètre santé. Et puis j'en ai une quatrième qui viendra peut-être tout à l'heure. J'ai dû l'écrire quelque part. Et une quatrième enquête que je vous citerai également. Donc aujourd'hui, si on regarde au niveau européen, prévalence du tabagisme en France, on est largement, les jeunes français sont parmi ceux qui ont, au niveau expérimentation, qui expérimentent le plus la cigarette. On verra pourquoi d'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi? Bon sang, on veut absolument, quand on est jeune, expérimenter la cigarette. Et là, ce qui est masqué, alors même s'il y a une diminution, on verra sur les fumeurs réguliers, c'est plutôt en régression ces dernières années. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le narguilé. On voit très bien aujourd'hui que les jeunes expérimentent de plus en plus le narguilé. 65% des jeunes aujourd'hui, je prends toujours des jeunes de 17 ans, l'ont au moins fait, et un quart aujourd'hui l'a fait au moins 10 fois. Et vous savez que le narguilé, peut-être que vous ne savez pas, c'est l'équivalent de dizaines de paquets. Un seul narguilé, c'est l'équivalent de dizaines de paquets de cigarettes par jour. Donc c'est pas neutre quand même, quand on fume le narguilé. Deuxième conduite à risque qu'on voit, je pense que ça disparaît ici, les alcoolisations ponctuelles, on parle surtout en France, voilà, on est au niveau européen plutôt médian. On va voir que ça se rapproche d'ailleurs entre les Européens. Les jeunes, je le dirai tout à l'heure, ils se ressemblent de plus en plus. Plus de 50% des jeunes de 17 ans ont expérimenté des alcoolisations ponctuelles importantes, on appelle ça les API. Et puis on voit que 15% deviennent des consommateurs réguliers. Je vais passer assez vite pour qu'on puisse à la suite, je vous l'aurai. Sur les consommations de cannabis, on voit très bien que 42% des adolescents de 17 ans ont déjà fumé du cannabis au moins une fois. Vous voyez, garçon-fille, c'est pareil. Et là, on est plutôt, encore une fois, parmi les pays les plus consommateurs, France, Canada, République tchèque, Suisse, États-Unis. On est parmi les plus gros consommateurs. Donc, conduite à risque, qui vous l'a dit tout à l'heure, c'est d'autres choses encore à la conduite à risque. Ça apparaît ou pas? Non. Voilà. Ça apparaît toujours avec un décalage sur mon écran. Je regarde au fond j'avais pas fait, j'ai voulu voir justement chez les jeunes, au niveau des médicaments psychotropes, vous voyez, 41% aujourd'hui des jeunes de 17 ans déclarent déjà avoir pris des médicaments psychotropes, alors, avec tout ce que vous avez dit les anxiolytiques, les somnifères, les antidépresseurs, donc soit pour se booster quelque chose, soit pour diverses raisons, mais en tout cas, on voit qu'ils utilisent aussi le médicament. Donc c'est intéressant de le voir en termes de conduite à risque. Conduite à risque, c'est aussi le recours aux jeux vidéo, c'est une conduite à risque. Les jeux vidéo, vous voyez que ça n'existait pas en 2007. Aujourd'hui, on a en gros un jeune enfant sur 8 qui devient addict aux jeux vidéo, 7% des consultants, des consultations jeunes consommateurs. Donc aujourd'hui, dans les consultations jeunes consommateurs, le produit jeu vidéo est devenu une conduite à risque, un réel, puisque désocialisation, je vous laisse tout le panel qu'il peut y avoir derrière de risques pour le jeune. Je vous ai mis un dernier chiffre qui est intéressant à voir. Ce qui concerne donc la pratique des jeux de hasard, ça aussi chez les jeunes, c'est assez intéressant quand même. 44% ont déjà joué pour leur vie, 10% ont joué au cours de la semaine. Donc on a des jeunes aujourd'hui qui se mettent à jouer aux jeux de hasard. On va voir derrière les limites de cette approche conventionnelle. On va voir tout de suite pourquoi. Puis une dernière chose que je voulais vous dire, c'est aujourd'hui, on a d'un point de vue structurel, en fait on a deux types de rapprochements qui s'observent. Au niveau géographique, on a aujourd'hui, on a entre guillemets, une européanisation des conduites à risque. De plus en plus, les jeunes se ressemblent, ils ont les mêmes conduites à risque. Avant, l'alcoolisation importante était dans les pays nordiques. Aujourd'hui, les pays nordiques sont en baisse au niveau de l'alcoolisation, et puis c'est les pays latins qui les rejoignent. Donc on a de plus en plus des conduites à risque qui deviennent européens, et tous les jeunes se ressemblent. C'est les contextes environnementaux qui changent, mais les jeunes se ressemblent. Et la deuxième convergence, c'est sur le genre. On a de plus en plus des jeunes filles qui adoptent les comportements masculins. Ça nous renvoie à toute l'image médiatique, tout ce que font, et là vous l'avez soulevé tout à l'heure un petit peu, peut-être
tous les opérateurs qui vendent des produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils packagent, ils mettent un packaging pour que ça attire les jeunes filles. Hein, ils vont mettre des produits, ils vont masquer le goût de l'alcool en mettant sucré. Ils vont faire du packaging aussi, je vois sur des... dans l'esthétique même du paquet, ils vont attirer avec quelque chose qui attire les filles. Donc on a de plus en plus des conductaristes qui étaient masculines, et bien, qui se féminisent, et en fait les deux genres se convergent de plus en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je vous ai mis les limites des approches préventives. Donc moi, ça m'interroge toujours. Ces résultats, si ces tendances perdurent, ça doit nous interroger sur comment on fait, bon sang, pour prévenir ces conduites à risque. Et quand on regarde, je vous ai mis un billet d'humeur. Moi, je le trouve très parlant. Vous voyez, je mets en dessous le petit dessin humoristique. Hein, je déteste l'alcool, je bois pour oublier que ma mère m'interdit de fumer. Alors, on va le voir ensemble, mais c'est typique. Et regardez le billet d'humeur, nous sommes tous devant des jeunes pleins de vitalité. Nous leur tenons un discours d'injonction comportementale, de retenue dans le but d'éviter la maladie et de freiner la survenue de la mort, comme si c'était leur souci. Effectivement, manger, boire, moment important de toute socialisation, associé à la fête ou au plaisir, ne sont-ils pas inscrits dans nos programmes aujourd'hui sous les oripeaux de l'obésité et les dérives alcooliques? En fait, on a des jeunes aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils prennent des risques parce qu'il y a d'abord, et vous l'avez dit très bien, vous avez mis, moi j'ai le mot plaisir. S'ils prennent des risques, c'est parce qu'ils y trouvent du plaisir. Et nous, alors que ce n'est pas le moment, on va leur faire prendre conscience d'abord des dangers. Mais on est complètement, c'est pour ça qu'on a changé, vous allez voir toutes les associations aujourd'hui de prévention des addictions, ils travaillent, on va le voir tout de suite derrière, ils travaillent non plus sur le risque, parce qu'on est à contre-temps, le risque il vient après. Il faut travailler d'abord sur le plaisir. Quel plaisir tu as? On va voir comment après aborder. Nous allons voir tout de suite derrière sur les outils et les choses qui existent. Je vous ai mis ce billet d'humeur parce qu'il me parlait, et tout de suite derrière quand on regarde, donc là aussi je vous ai mis, hein, j'ose pas dire à ma mère que je lis toutes les nuits, elle croit que je suis addict aux écrans. Pauvre, une fois qu'il y a un jeune qui lit, sa mère pense qu'il est addict aux écrans. Donc vous voyez que les approches conventionnelles, c'était quoi? C'était informer sur le danger des produits ou comportements à risque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le plus important. On va le voir. Poser des interdits. Alors ça, il n'y a qu'à lire tout ce qui se passe. Manger 5 fruits, enfin, ce n'est pas des interdits, ça c'est des injonctions. Ça. On est sur mangez ça, faites ça, ne fumez pas. Et puis la troisième, c'est l'argument de la peur. On sait aujourd'hui, alors je veux dire que ici j'ai des gens qui ont fait de la recherche aussi certainement, on sait aujourd'hui, toutes les études de recherche montrent que ça ne fonctionne pas et que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on utilise l'argument de la peur, hein, on l'a tous vécu, vous avez un accident sur l'autoroute, vous freinez, vous regardez, 5 minutes après, si vous roulez à 140, vous reroulez à 140. Donc c'est très très court-termiste, la peur, ça ne marche pas. Et puis les interdits, ça ne fonctionne pas non plus, les informations ne fonctionnent pas non plus suffisamment. Donc il faut le compléter par quelque chose. Donc quand on regarde effectivement les conséquences en général, on est plutôt dans la moralisation, dans la culpabilisation des jeunes. Donc, comme je vous l'ai dit, ça reste sans effet. Et puis, pas le plus grave, mais parallèlement, le jeune, lui, il rejette complètement ça. En fait, on est à contre-temps. Vous l'informez sur les risques, alors que lui prend du plaisir. Il pourra peut-être me demander pourquoi je prends du plaisir avant de me dire ce que je risque pour la santé. Puis demander aux jeunes aujourd'hui tout de suite les effets du tabac, on le verra, ils le savent très bien. Ils connaissent un peu moins les effets de l'alcool, c'est intéressant sur le cerveau, mais il y en a quelques-uns qui connaissent quand même. Donc, et moi, ce que je voulais vous faire prendre conscience aussi, si on reste sur cette prévention-là, c'est qu'elle fait l'impasse sur 3 déterminants essentiels. Le premier, aujourd'hui, le premier, vous l'avez là, mais bon sang, regardez-nous, on est dans une société aujourd'hui qui concourt à ce qu'on ait des comportements addictifs, que ce soit des comportements d'achat compulsif, que ce soit des comportements de boisson, pour fumer, pour déstresser. On a tous qui aujourd'hui peut se targuer de n'avoir aucun comportement addictif, ou en tout cas de conduite à risque. Moi je ne prends pas suffisamment le sommeil des fois, parce que je sais que j'ai une intervention le lendemain importante dans un amphithéâtre de Grenoble, et je me couche à 2 h du matin pour finir. Je souris, mais voilà, je m'organise peut-être pas comme il faut, mais on a tous, d'accord? Donc c'est la première chose, ça. On a une société addictogène. Deuxième chose, l'impasse que fait cette chose-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout jeune, il tire d'abord une satisfaction avant d'en subir un risque. Donc en fait, on est, moi je le dis souvent quand j'interroge, on est ici à contre-temps, parce que le jeune il prend d'abord une satisfaction, on est à contre-courant, on est aussi à contre-courant complètement, en faisant en sorte en tout cas, en ne tenant pas compte de cette satisfaction chez le jeune. Et dernière chose, troisième paramètre qui à mon avis est à tenir compte, ça c'était le plus important,
la conduite à risque, c'est la rencontre d'un produit, le produit s'appelle le jeu vidéo, hein, d'un produit à un moment donné, d'une personnalité et d'un moment socio-culturel. Si vous ne tenez pas compte de ces trois, c'est-à-dire que si vous tenez compte que du produit, eh ben, les jeunes vont dire mais moi j'ai peut-être des raisons de consommer ce produit. Donc il faut interroger les contextes d'usage, il faut interroger le jeune sur pourquoi il a ce contexte d'usage, quels sont ses modes de consommation, pourquoi il fait ça. Donc c'est vraiment, si on loupe ça, moi je dis souvent en fait, je ne sais plus comment je me le suis écrit d'ailleurs, je trouvais ça intéressant, je me suis réécrit peut-être d'une autre manière. Voilà, je m'étais mis, voilà. L'expérience de la personne à travers son histoire, son vécu, sa singularité, donne du sens à son comportement et ça contient en elle-même, en fait des connaissances, des savoir-faire et des modes de gestion du produit qui ont souvent autant de rationalité que les savoirs experts. Le fait de tenir compte comme ça de la personnalité, du moment de consommation, d'interroger le jeune, ça va avoir autant d'importance que d'expliquer le produit, pourquoi il pose ce problème. Donc, maintenant, si on se penche pour une prévention prévenante, une éducation préventive, donc l'idée c'est d'avoir une approche plus globale, là aussi un petit dessin humoristique, hein, en voulant le mettre en garde contre les jeux vidéo, son père est devenu addict lui aussi. Donc je souris, ça c'est pour vous dire qu'il faudra à un moment donné, on va voir les 5-6 paramètres pour faire une éducation préventive, il faut associer les familles. C'est parfois dur, et pourtant ils sont, je veux dire, le système éducatif, c'est effectivement, il y a le système scolaire, mais il y a les parents qui sont au centre. Ou la famille, moi la famille je la vois toujours au sens large. C'est les parents sociaux, c'est l'entourage, d'accord? C'est très important ça. Donc, on va le voir, les paramètres d'une éducation prévenante, je vais les montrer après. Et oui, alors j'ai montré, oui, cette phrase clé, la prévention des conduites à risque passe par une stratégie d'accompagnement de la prise de risque. On est vraiment là, on a renversé le paradigme, on va accompagner la prise de risque. Moi je peux vous dire qu'il y a des parents, vous allez leur parler alcool, bah donc ils vont se mettre à boire. Dans un établissement lyonnais, on va dire plutôt au quartier lyonnais, j'ai des parents qui ne voulaient pas qu'on fasse une intervention parce qu'il n'est pas question de vous leur parler alcool, sinon les autres vont raconter leur expérience, les autres auront envie de boire. Pas forcément, on va comprendre pourquoi on boit, on va expliquer ça ensemble parce que de toute façon, vous le savez tous, hein, le nombre de jeunes qui cachent à leurs parents qui fument et qui boivent, je souris parce que si on pose la même question aux parents, non, mon enfant ne fume pas, si on pose la même question à l'enfant, il fume. Hein, donc je crois que c'est très très important cette approche-là. Et elle se pose sur quoi? Donc je vous donne les 5 paramètres. Donc là aussi, hein, je suis d'accord. Alors, on parle d'intervention précoce. Vous voyez ici, je suis d'accord, on voit un petit enfant avec plein de tétines. Je suis d'accord pour l'intervention précoce contre les addictions, mais là c'est un peu tôt. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus exagérer. Un enfant qui est addict aux tétines, bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est pour vous dire qu'il faut baser ça sur une intervention précoce. Et ça se base sur 5 paramètres en gros. Je vous les donne ici. Donc, subordonné, vous voyez, c'est pas remplacer, hein, c'est subordonné. Ça veut dire que c'est plus important aujourd'hui de renforcer le pouvoir d'agir du jeune, surtout l'adolescent. On va voir que pour les jeunes à l'école primaire, c'est différent. Ils peuvent entendre des messages d'interdits. On peut leur dire aux jeunes quand ils sont des messages parentaux, le conseil parental. Par contre, à l'adolescence, les jeunes sont acteurs. Je reviens au thème ils sont acteurs. Donc il faut leur renforcer leur pouvoir d'acteur. Prendre en compte l'expérience, interroger leur contexte du genre, leur mode de vie, pourquoi ils boivent, pourquoi ils fument, le plaisir qu'ils ont à fumer. Donc on a vraiment ça, c'est très important, on parle de l'approche expérientielle. Troisième temps, agir sur les facteurs de protection et de risque. Et nous, on développe un certain nombre d'outils aujourd'hui qui expliquent aux jeunes qu'en fait, quand ils rencontrent une conduite à risque, on essaie de voir comment il équilibre sa vie. Pour équilibrer son bien-être, on le fait tous comme ça. On va adopter des comportements protecteurs. Par exemple, écouter de la musique, aller lire un livre, taper sur le punching ball que j'ai acheté pour me défouler un petit peu, plutôt que de taper sur autre chose. Voilà, on va adopter des comportements protecteurs et des comportements à risque. On va se mettre à se coucher tard, à fumer, à boire, des comportements qui prennent plus de risques. Et l'idée, c'est d'essayer d'expliquer aux jeunes comment je peux faire d'abord, pour comprendre que tous, ces profs, lui, on a des comportements protecteurs et des comportements à risque. Comment je fais pour renforcer mon capital de comportement protecteur? C'est-à-dire quand je stresse, et là je prends l'exemple du médicament, je trouve que je suis prenant parce que c'est des jeunes qui m'ont sorti ça. Je leur dis souvent, dites-moi toutes les solutions que vous avez quand vous stressez. Et il y en a qui me disent, moi je vais jouer au foot, moi je vais écouter de la musique, je sors avec les copains, je mange du chocolat. Et puis il y en a qui me sortent, moi je prends des médicaments. Dans ma famille on prend des médicaments. Donc c'était intéressant, et avec les autres, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? J'ai bien aimé votre diapo, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire que de prendre un médicament là? Et là on va essayer ensemble,
de trouver les ressources que pouvait avoir le jeune, et ce n'est pas le prof qui va parler, ni l'intervenant, là c'est les élèves entre eux, quelles ressources je pouvais aller chercher pour prévenir ma conduite à risque. Quatrième chose, favoriser les stratégies participatives, ça me semble essentiel. Donc c'est vraiment, nous on a l'habitude de dire en prévention des addictions, c'est plus la relation qu'on va établir avec les jeunes et les relations qu'on va établir les jeunes entre eux qui vont faire que le jeune va se poser des questions et changer son comportement que le savoir lui-même informatique qu'on lui donnera. C'est-à-dire que dans la relation qu'on va établir et ce qu'il va entendre des autres et la façon dont on va lui donner la parole, reconnaître qu'il peut avoir des comportements à risque, qu'on a tous, c'est plus cette relation qui est importante. Et dernière chose, sur cette associer, voilà je l'ai mis ici, hein, je crois que c'est important, associer donc les familles, là j'ai envie de dire, c'est vraiment, moi je fais de plus en plus, associer les familles, bah, c'est montrer aux familles, en fait, je dis souvent, ce qui manque aujourd'hui, dit autrement, moi je dis globalement dans la société, ce qui fait que les conduites à risque ont une tendance lourde, on analyse de plus en plus, il y a des études qui le montrent, aujourd'hui on a de moins en moins de moments d'échange avec nos jeunes, que ce soit à l'école, les profs ont leur programme, moi j'étais instructeur spécialisé, donc je peux parler de cette profession. On a des programmes, donc on n'a pas le temps d'échanger avec les jeunes, il faut aider le programme, donc on a du mal à échanger réellement. Et puis les parents, quand ils rentrent de plus en plus à la maison, je ne sais pas si vous avez la dernière étude chez les enfants de 0-3 ans, sur les écrans, elle vient de sortir là, elle montre que des enfants qui justement aujourd'hui n'ont plus du tout d'attention, parce que de 0 à 3 ans, quand ils sont à la maison, les parents, au lieu de les regarder et d'échanger avec eux, regardent leur portable, regardent leur tablette, regardent la télé, et le jeune en fait, eh bien, il est plus habitué à être attentif dans l'interaction qu'il a avec la personne. Donc moi je trouve que l'avenir aujourd'hui, je dis qu'on soit enseignant ou parents, c'est de recréer des moments d'échange avec ces jeunes. Même si on est maladroit par moment, même si on est des fois un peu moralisateur, même si le jeune il se dit « Ah bah tiens, enfin j'ai un moment d'échange ». Et je ne l'ai pas mis dans les statistiques ici, mais en gros aujourd'hui, il y a un jeune sur 3 qui dîne seul le soir. Il dîne de plus en plus dans sa chambre tout seul. On a des enquêtes qui le montrent. Il n'y a plus de petit déjeuner le matin. À midi, il n'y a plus de repas en famille, de moins en moins. Et en France, on est sur 40 pays de l'OMS, sur 40 pays, sur la communication, sur ce que nous disent les jeunes, sur la communication qu'on a avec nos parents. Sur 40 pays, on est en queue de peloton avec les Belges, où les jeunes disent « je ne communique pas avec mes parents ». Voilà. Donc je pense que peut-être que le nœud il est là, et toutes les stratégies qu'on va mettre, vous allez voir, je termine par ça, c'est ma dernière diapo, je les mets ici. On a développé un certain nombre d'outils d'intervention sur le terrain, je vous mets le premier. On a développé avec le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Feedgood, c'est un outil d'ailleurs qui est développé par l'NGEN, où on met en place, l'idée c'est de mettre en place des ateliers d'échange, c'est de travailler sur l'équilibre de vie des jeunes et de mettre en place des ateliers d'échange pour que les jeunes travaillent sur quelles sont leurs ressources protectrices, quelles sont leurs ressources de mise en danger. Deuxième outil, vous avez un outil qui s'appelle Adiado, je crois qu'il va arriver après, voilà, c'est un outil qui a destiné, c'est un jeu de cartes. Vous voyez, ils sont tous basés sur l'échange. Hein. Un jeu de cartes qui permet un trait positif dans l'approche en fait pour se sentir bien. Donc c'est un jeu de cartes, les adultes et les jeunes tirent des cartes et puis échangent à partir de ça. On a une méthode, j'aime bien aussi, j'ai mis un petit dessin humoristique qu'on appelle photolangage. Donc à votre tour, je vais laisser une place sur la photo et on en parle après. Alors c'est caricatural, hein, c'est volontaire, c'est de l'alcool, vous avez... Mais l'idée c'est qu'en fait les jeunes tirent, on a un ensemble de photos. Les jeunes tirent des photos qui représentent, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être tout type de situation sur les conduites à risque, et puis échangent après là-dessus. Donc ils peuvent comme ça se livrer. Et puis le dernier outil, toujours basé sur les échanges participatifs, voilà, c'est un outil qu'on appelle Et toi t'en penses quoi? C'est un outil en Belgique, que je vous conseille, à un site qui s'appelle PIPSA. Les Belges sont très, bon, je ne prendrai pas tous les pays qui sont bien sur les outils d'échange interactif, même avec tout pourtant ce qui est arrivé. En tout cas en Belgique, ils ont un certain nombre d'outils, c'est sur pipsa.be. Donc ils ont un certain nombre d'outils, dont celui-ci. Donc un outil d'échange interactif en fait pour pouvoir échanger avec les jeunes. Voilà, je termine là-dessus, je vous remercie de votre attention et puis on peut en échanger parce que c'est une prise de position qui n'est pas toujours partagée par tous et toutes. Moi, je reste deux ajouts à faire par rapport à la première intervention et l'Australie. Vous avez fait état du challenge fait dans les établissements scolaires. Il faut dire aussi que le prix du tabac de cigarette, là-bas, il est 25 ou 35 euros, je ne me rappelle plus. Et c'est de cet ordre-là.
par rapport à chez nous, ça a aussi beaucoup joué dans le fait que les gamins, ils ont quand même un argent de poche énorme, mais quand même limite. Hein. Je crois qu'il faut aussi mettre ça en parallèle. Et puis pour les médicaments, je crois qu'on gagnera la bataille le jour où on arrivera à former les parents, parce que les gamins, ils se servent dans la pharmacie des parents. Et ils commencent à voir les parents bouffer des médicaments. Donc c'est un cercle vicieux, ça, on s'en sort pas. Hein. Et si on n'arrive pas à faire changer de pratique les parents, qui eux-mêmes ne font plus le repas le soir, mais c'est un phénomène de société aussi. 40% des enfants dans les écoles sont des enfants de familles décomposées, recomposées ou mères toutes seules. Pas de repas de famille le soir, ça se joue aussi là-dessus. Les parents font du travail, la maman elle est toute seule, elle travaille, les gamins ils s'auto-élèvent. Hein. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Non. Bon, pour eux, c'est la solution de facilité. Hein. Les mettre devant un écran. Et moi, je reste persuadée, ce que disait ma collègue, les parents ils sont majoritairement responsables de l'éducation de leurs enfants. Hein. C'est bien là qu'on a un rôle à jouer, la formation et la faire aux parents. Et les parents, ils sont toujours sur les incites pour éduquer leurs enfants. Ben non, c'est trop facile. Alors juste pour pas qu'on on a toujours tendance comme ça à lier des fois la précarité, parce que les couples recomposés, on pourrait parler de précarité familiale, et on peut penser que justement ces comportements, ces conduites à risque, ce serait l'apanage plus facilement de précarité familiale. On a été dans un établissement à Lyon, sur la métropole lyonnaise, qui est un établissement d'élite, c'est la Cité internationale. On a fait une enquête, on a justement enquêté auprès des jeunes sur l'estime de soi. Et tous, en fait, alors s'ils étaient plutôt des enfants plutôt à l'aise socialement et tout, mais tous nous montraient l'absence de communication avec leurs parents, parce que leurs parents étaient toujours absents. Et donc, quand les parents sont toujours absents, forcément, ils adoptaient certaines conduites à risque, ils en profitaient pour se coucher tard, et donc il y avait tout un panel sur ces catégories-là. Alors c'est sûr, ils étaient plus à l'aise socialement, mais n'empêche qu'ils avaient tout un ensemble de conduites à risque qui n'étaient peut-être pas les mêmes, mais qui au résultat, en tout cas, posaient voilà, soit sur les produits, ça les amenait vers les drogues ou autres. Et puis on vient à la violence dans la société, aussi c'est pareil. Hein. Les enfants qui sont dehors, qui devraient être à la maison, on va être obligés de... Une dernière question, on va la prendre. Une dernière question pour le docteur Marais. Dans plusieurs diapos, vous avez cité le paracétamol comme médicament. Or, c'est un médicament comme tout le monde libre, bon marché. Est-ce qu'il y a un risque d'addiction? Quel est le problème? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de risque d'addiction, même s'il y a des petits effets psychoactifs, mais déjà, pas d'addiction. Il n'y a pas de risque d'addiction. Mais là, c'est vrai que la seule chose, c'est que les doses excessives sont dangereuses, donc il faut faire attention de ne pas dépasser la dose, et c'est là où on fait, comme c'était signé dans le film tout à l'heure, où en prenant plusieurs médicaments de la même paracétamol peuvent donner des risques. Et c'est vrai que par exemple, en France, le fait qu'il y ait moins de comprimés dans une boîte fait qu'il y a moins de risques. Donc c'est une mesure de prévention qui paraît tout à fait basique. Et finalement, le fait qu'il y ait moins de comprimés dans une boîte fait qu'il y a moins de risques d'intoxication au paracétamol qu'il y en a en Angleterre, où les quantités délivrées en pharmacie sont beaucoup plus élevées. Donc, mais c'est plutôt le risque d'intoxication. On l'a évoqué aussi. On nous appelle pour une... Oui. Sinon, on discutera. Allez-y vite. Je voudrais parler quand même de notre société et du monde du travail. Donc aujourd'hui, les personnes qui travaillent sont très contentes. Mais il faut savoir les exigences du rythme du travail aujourd'hui. Les 35 heures, c'était bien. Je suis syndicaliste. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui peuvent travailler 10 heures, voire plus de temps de voyage. Il faut savoir qu'il y a des gens, moi je suis d'accord, donc les gens partent à 6h30, 7h, les mamans elles rentrent à 7h, voire 8h du soir, pour les cadres, etc. Il y a des choses quand même qui travaillent pour les gens qui travaillent. Et les enfants ne sont pas forcément... voilà, donc il y a deux solutions. Soit on est carriériste, soit on trouve des activités qui permettent aussi de concilier sa vie de famille. J'ai une fille qui est auxiliaire scolaire, 500 € par mois. Le mois, elle a les horaires. J'ai un fils qui travaille dans une colo aussi, SMIC, mais il a des horaires qui lui permettent d'aller chercher son fils à l'école.
l'école de s'en occuper, une qui est tout seul avec son fils. Voilà, enfin, c'est pour dire que c'est pas facile aujourd'hui. Moi je réponds juste en une phrase, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un choix individuel effectivement et un choix sociétal. Voilà. On voit très bien qu'en Allemagne, vous savez tous, si vous suivez en Allemagne, si votre patron, vous partez après 5 heures, moi j'ai plusieurs amis qui travaillent en Allemagne, si vous partez après 5 heures, le patron est responsable et il risque d'avoir, être pas condamné, mais en tout cas être pris en faute. Il doit faire partir ses salariés avant 5 heures. Et donc c'est des choix sociétals, il y a un choix de société ici qu'on a à faire en France. Et puis il y a un choix individuel, effectivement, quand on ne peut pas le faire, il y a le choix individuel, quand on peut se le permettre, vous avez bien signalé financièrement que ce n'est pas toujours facile de se le permettre. Oui, je vois qu'on nous appelle, on va aller en... Merci pour vos questions. Ouais, non, on va... En fait, on a eu très... Oui, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a pas mal à échanger là-dessus.